Merci pour votre présence. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes que nous avons auditionnées et qui nous ont permis de réunir les éléments qui vont vous être présentés. Je tiens également à remercier M. Florian Auga, administrateur, qui nous a accompagnés avec une grande efficacité dans ces travaux, ainsi que nos collaborateurs respectifs, bien entendu. Comme vous le savez peut-être, en tant que commissaire aux finances, M. Sansu et moi-même sommes rapporteurs spéciaux sur la lutte contre l'évasion fiscale. D'ailleurs, je vous conseille la lecture de cet excellent rapport, si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité faire un focus sur une pratique très peu documentée et méconnue du grand public, mais de plus en plus utilisée par Bercy. Il s'agit des règlements d'ensemble. Ils consistent en des accords globaux conclus entre l'administration et les contribuables, incluant une atténuation des droits par rapport à la proposition initiale de rectification formulée par l'administration à l'issue d'un contrôle fiscal. Cette pratique, qui ne repose sur aucune base légale, soulève des questions majeures en termes de transparence, d'équité fiscale et d'impact sur les finances publiques. À l'heure où le gouvernement cherche à faire 40 milliards d'économies, ce sont près de 2 milliards en 2024 qui sont partis en ristourne fiscale pour les contribuables les plus aisés. Parallèlement à l'assèchement des moyens pour l'ensemble des services publics, nous nous interrogeons sur ces arrangements fiscaux qui constituent potentiellement une grave rupture de principe d'égalité devant l'impôt. Depuis 2020, grâce à l'amendement de Mme Pires-Beaune dans le PLF, nous disposons d'une information concernant ce dispositif dans le rapport annuel transmis au Parlement. Mais elle est largement insuffisante, 2 feuilles sur une vingtaine de pages et à peine 3 sur les 184 pages d'annexes. Pourtant, les modérations accordées dans le cadre des règlements d'ensemble sont largement supérieures à celles consenties par le biais de remises ou de transactions à titre gracieux, puisqu'elles représentent en moyenne un manque à gagner d'1 milliard d'euros chaque année pour l'État. Aucune information n'a pu nous être communiquée sur les pratiques d'avant 2020, soit 15 ans de règlement d'ensemble dans une totale opacité couplée à une absence de cadre législatif. Ceci ressemble bien à une fiscalité à 2 vitesses, celle des gens ordinaires qui payent le montant affiché sur leur avis d'imposition et celle des gros contribuables qui savent se structurer des revenus complexes et qui peuvent négocier leurs impôts à l'aide d'avocats fiscalistes. C'est une menace réelle pour le consentement à l'impôt qui nous éloigne de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Rappelons basiquement que payer ses impôts est un acte citoyen, indispensable au fonctionnement de la société et qui permet d'assurer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable. Il est donc impératif de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d'ensemble. C'est l'objet de nos recommandations 1, 2 et 4. Car le recours croissant à ce dispositif et les raisons invoquées nous inquiètent sérieusement. L'administration elle-même a reconnu que, faute de temps et de moyens, elle savait que certaines des propositions de rectification notifiées pouvaient s'avérer fragiles et que le règlement d'ensemble permettait dans ces cas de garantir une rentrée fiscale face à un contentieux à l'issue incertaine. Ce n'est pas une situation acceptable. Premièrement, nous pensons que cette difficulté n'est pas sans lien avec les moyens humains de la DGFiP qui ont été sacrifiés ces 20 dernières années et dont les crédits ont été amputés de 108 millions en 2024. C'est la raison de notre recommandation numéro 6. Par ailleurs, le management par objectif pratiqué par certaines directions n'a pas sa place lorsqu'il s'agit d'instruire des dossiers longs et très techniques. Les agents doivent avoir le temps de mener leur contrôle sans être tentés d'accélérer la procédure. La justesse du recouvrement devrait toujours primer sur son délai d'exécution. C'est notre recommandation numéro 7. Deuxièmement, il nous semble que les différentes directions de l'administration fiscale gagneraient à disposer d'informations consolidées afin d'harmoniser et de mutualiser les pratiques entre services, sur le profil socio-économique, mais aussi sur le nombre des contribuables ayant déjà bénéficié d'un règlement d'ensemble et qui en bénéficient à nouveau. Et cela pour éviter que le recours à un règlement d'ensemble ne devienne une pratique anticipable et provisionnée, comme nous pouvons redouter qu'elle ne le devienne au regard de l'évolution du nombre de règlements depuis 2019, multiplié par 3 en 5 ans. Troisièmement, en termes de transparence, il serait également utile de connaître le montant des 10 modérations consenties les plus élevées chaque année. Car nous nous sommes rendus compte que les montants moyens mis en avant dans le rapport remis au Parlement étaient en fait grandement faussés par l'existence de très gros règlements d'ensemble. Pour vous donner une idée, en 2024, un seul règlement d'ensemble faisait l'objet d'une modération de près d'un demi-milliard d'euros. En fait, nous avons constaté que les 10 plus grosses modérations accordées par l'administration fiscale représentent 77% du montant de l'ensemble des modérations consenties chaque année.
Aussi, la collecte de l'ensemble des données que je viens d'évoquer nous semble une exigence minimum pour que les services fiscaux puissent évaluer plus solidement la situation des contribuables pour éviter au maximum le recours au règlement d'ensemble qui doit redevenir l'exception. Il est aussi urgent de documenter cette pratique au regard du droit. L'administration fiscale se doit de rechercher l'égalité de tous face à l'impôt, quel que soit le temps imparti. Or, l'abandon du contentieux, considéré comme trop long et trop risqué, est en fait un cercle vicieux qui empêche de produire de la jurisprudence, ce qui rend au fur et à mesure de plus en plus incertaine la voie contentieuse. C'est l'objet de notre recommandation numéro 5. Pour finir, au cours de nos échanges, l'administration nous a également indiqué que certains contribuables se soustraient à leurs obligations déclaratives ou ne s'y soumettent que tardivement, laissant de ce fait insuffisamment de temps à l'administration pour analyser les éléments disponibles. Nous estimons que la possibilité de conclure un règlement d'ensemble dans ces conditions ne saurait être offerte aux contribuables. C'est notre recommandation numéro 8. Si les règlements d'ensemble peuvent avoir un intérêt dans certains cas spécifiques, il est donc urgent d'encadrer et de documenter cette pratique opaque qui coûte très cher à l'État. Je vous remercie. Merci Mathilde, d'abord d'avoir travaillé avec moi sur le sujet des règlements d'ensemble, parce que je crois que c'est des boîtes noires qui existent dans tout ce qui est le droit fiscal, et y compris aujourd'hui, on voit que le principe de non-encadrement, ou en tout cas de souplesse de plus en plus grande, parce que c'est ça qui se passe au fur et à mesure des années, et le principe de non-information et d'absence justement même de connaissance, fait qu'aujourd'hui, on arrive à des dispositifs qui favorisent l'optimisation et voire l'évasion fiscale, parce que c'est ça le principe. Et le règlement d'ensemble, ce qui nous a, à un moment évidemment extrêmement interpellés, c'est qu'on voit que pour beaucoup d'entre eux, notamment les personnes morales qui ont une certaine taille, on va dire, enfin celles qui sont à 450 millions de modération en 2024 ou 370 millions, pour beaucoup, c'est les prix de transfert. Et ça, on sait que si les prix de transfert ne font pas l'objet d'un encadrement beaucoup plus clair, qui soit aujourd'hui cadré par la jurisprudence, on aura toujours cette solution-là. Et on sait très bien que l'évasion fiscale passe aussi par les prix de transfert. Donc en fait, on est sur un dispositif où les grandes entreprises, et notamment les multinationales, jouent de ces prix de transfert pour payer moins d'impôts. Et après, je ne vais pas incriminer l'administration fiscale, parce qu'à un moment, l'administration fiscale est devant un sujet, c'est que si les prix de transfert ne sont pas cadrés et de manière claire, c'est vrai qu'à un moment, la jurisprudence est compliquée et ils ont peur de tout perdre. Et surtout, il ne faudrait pas tout perdre, parce que quand on est à zéro et que la jurisprudence est défavorable, après, on est un petit peu plus mal. Mais je voulais le dire parce que j'ai travaillé il y a très peu de temps sur le pacte du trail, et on a le même principe, c'est-à-dire la question de l'assouplissement au cours du temps et la question de la non-transparence. Tant et si bien que quand l'État nous dit que ça coûte 800 millions, le pacte du trail, la Cour des comptes va nous annoncer très bientôt que c'est 4 à 5 milliards, la réalité du coût du pacte du trail, de la dépense fiscale. Eh bien, je pense que les règlements d'ensemble, on part sur le même principe si on met pas un coup d'arrêt. C'est-à-dire que là, on a eu deux très grosses entreprises, manifestement, qui ont eu des règlements d'ensemble. Alors, on n'a pas les noms, mais on les connaît un peu quand même. Il y en a qui sont un peu dans l'agroalimentaire, d'autres, je pense, dans la banque. Mais on a quand même les informations, mais il nous manque quand même ce sujet pour savoir comment on encadre mieux. Par exemple, on va être très clair, est-ce qu'on peut avoir un règlement d'ensemble avec une CGIP derrière? Parce qu'après, ça efface toute possibilité de poursuite. Je pense qu'il faut qu'on puisse l'interdire. Comment on fait pour donner l'information la plus précise possible en préservant le secret fiscal? Parce que ça n'a pas de sens, sinon c'est très bien. Mais comment on donne l'information la plus précise possible dans l'annexe qui est fournie au budget, donc avec les 10 plus grosses modérations, parce que c'est quand même ça le principe, avec les origines des règlements d'ensemble, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème de TVA, est-ce que c'est un problème de prix de transfert,
Est-ce que c'est un problème de trésorerie non inscrite? Je veux dire, il faut qu'on regarde tout ce qui fait le règlement d'ensemble. Et comme ça, on arrivera peut-être à le juguler et à faire en sorte que l'administration puisse récupérer son dû en termes de consentement à l'impôt. Et je reviens sur ce qu'a dit Mathilde au début. Le problème, c'est le consentement à l'impôt. C'est-à-dire que on va demander des efforts, soi-disant, à tout le monde. On entend même parler maintenant du fameux budget à 0%, donc de l'augmentation de 0% de toutes les dépenses, peut-être le blocage de l'indexation sur tous les impôts, notamment sur le revenu, etc. Donc on va toucher tout le monde, y compris sur les retraites, parce que ça a été redit ce matin dans un article par rapport au budget qui se prépare. Et là, on n'arrive pas à juguler. Il faut vraiment qu'on se mette bien en tête que la manière dont notre pacte fiscal est en train de se mettre en place avec une boule d'héritiers et de rentiers qui est en train d'exploser, c'est-à-dire c'est ça le fondement de notre démocratie. Au-delà même de savoir si on gagne plus ou moins, c'est vraiment comment à un moment on arrête de faire cette société d'héritiers et de rentiers pour revenir à quelque chose de clair sur le pacte fiscal. En tout cas, ça va, je peux le dire, ça va nous permettre de travailler ensemble une proposition de loi qui peut-être ne trouvera pas son chemin, mais qui sera aussi le moyen de déposer lors du projet de loi de finances des amendements qui concernent le règlement d'ensemble. Parce qu'il faut qu'on attaque toutes ces petites, c'est pas des niches, hein, tous ces dispositifs fiscaux qui aujourd'hui permettent aux plus gros d'échapper à l'impôt. Voilà, et donc ça, je crois que on est motivé pour ça. Il y a plusieurs dispositifs. C'est la première fois qu'un tel rapport est fait sur un sujet aussi précis. Et je crois que ça peut aussi à un moment dire à d'autres, attendez, on ne peut pas accepter ça. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait de cum-cum et cum-ex. Alors, c'est toujours pas fini, ces histoires-là. Mais on parlait de cum-cum et cum-ex et personne n'y comprenait rien et tout le monde disait oui, mais on peut rien y faire. Et bien là, vous voyez, ça commence à percer le mur du silence et je crois que c'est très important. Donc, on va continuer ensemble, notamment jusqu'au budget, parce que je pense que c'est le moment aussi où on peut poser le débat. Je suis pas sûr qu'on vote un budget, hein, mais je sais qu'on peut peut-être avoir un vote de la première partie, comme on a eu l'an passé en octobre 2024. Si on est encore là. Si on est encore là, mais si les électeurs nous prêtent vie, mais au moins ça nous permet quand même de porter des sujets dans le débat public, et ça c'est très important pour montrer qu'il y a d'autres solutions que les fameux coups de rabot qu'on nous annonce pour le budget 2026.